Charles Darwin, L'origine des espèces, épisode 4. Chapitre 1, partie 2. Race du pigeon domestique. Persuadée qu'il vaut toujours mieux d'étudier un groupe spécial, je me suis décidée, après mûre réflexion, pour les pigeons domestiques. Quelque considérable que soit la différence qu'on observe entre les diverses races de pigeons, je me range pleinement à l'opinion commune des naturalistes qui les font toutes descendre du biset, Columba livia, en comprenant sous ce terme plusieurs races géographiques ou sous-espèces qui ne diffèrent les unes des autres que par des points insignifiants. J'exposerai succinctement plusieurs des raisons qui m'ont conduit à adopter cette opinion, car elles sont, dans une certaine mesure, applicables à d'autres cas. Si nos diverses races de pigeons ne sont pas des variétés, si, en un mot, elles ne descendent pas du biset, elles doivent descendre de 7 à 8 types originels, au moins, car il serait impossible de produire nos races domestiques actuelles par les croisements réciproques d'un nombre moindre. Comment, par exemple, produire un grosse-gorge en croisant deux races, à moins que l'une des races ascendantes ne possède son énorme jabot caractéristique. Les types originels supposés doivent tous avoir été habitants des rochers comme le biset, c'est-à-dire des espèces qui ne perchaient ou ne nichaient pas volontiers sur les arbres. Mais en outre le Columbia livia et ses sous-espèces géographiques, on ne connaît que 2 ou 3 autres espèces de pigeons de roche, et elles ne présentent aucun des caractères propres aux races domestiques. Les espèces primitives doivent donc ou bien exister encore dans les pays où elles ont été originellement réduites en domesticité, auquel cas elles auraient échappé à l'attention des ornithologistes, considérant leur taille, leur habitude et leur remarquable caractère semble très improbable, ou bien être éteintes à l'état sauvage. Mais il est difficile d'exterminer des oiseaux nichant au bord des précipices et doués d'un vol puissant. Le biset commun, d'ailleurs, qui a les mêmes habitudes que les races domestiques, n'a été exterminé ni sur les petites îles qui entourent la Grande-Bretagne, ni sur les côtes de la Méditerranée. Ce serait donc faire une supposition bien hardie que d'admettre l'extinction d'un aussi grand nombre d'espèces ayant des habitudes semblables à celles du biset. En outre, les races domestiques dont nous avons parlé plus haut ont été transportées dans toutes les parties du monde. Quelques-unes, par conséquent, ont dû être ramenées dans leur pays d'origine. Aucune d'elles, cependant, n'est retournée à l'état sauvage, bien que le pigeon de Colombier, qui n'est autre que le biset, sous une forme très peu modifiée, soit redevenu sauvage en plusieurs endroits. Enfin, l'expérience nous prouve combien il est difficile d'amener un animal sauvage à se reproduire régulièrement en captivité. Cependant, si l'on admet l'hypothèse de l'origine multiple de nos pigeons, il faut admettre aussi que 7 à 8 espèces, au moins, ont été autrefois aussi complètement apprivoisées par l'homme à demi sauvages pour devenir parfaitement fécondes en captivité. Il est un autre argument qui me semble avoir un grand poids et qui peut s'appliquer à plusieurs autres cas. C'est que les races dont nous avons parlé plus haut, bien que ressemblant de manière générale aux bisets sauvages par leur constitution, leur habitude, leur voix, leur couleur et par la plus grande partie de leur conformation, présentent cependant avec lui de grandes anomalies sur d'autres points. On chercherait en vain, dans toutes les grandes familles des colombides, un bec semblable à celui du messager anglais, du culbutant contreface ou du barbe, des plumes retroussées analogues à celles du jacobin, un jabot pareil à celui du grosse-gorge, des plumes caudales comparables à celles du pigeon-paon. Il faudrait donc admettre non seulement que des hommes à demi sauvages ont réussi à apprivoiser complètement plusieurs espèces, mais que, par hasard ou avec intention, ils ont choisi les espèces les plus extraordinaires et les plus anormales. Il faudrait admettre, en outre, que toutes ces espèces se sont éteintes depuis ou sont restées inconnues. Un tel concours de circonstances extraordinaires et improbables au plus haut degré. Quelques faits relatifs à la couleur des pigeons méritent d'être signalés. Le pisé est bleu ardoise, comme les reins blancs. Chez la sous-espèce indienne, le Columba intermedia de Strickland, les reins sont bleuâtres. La queue porte une barre foncée terminale et les plumes des côtes sont extérieurement bordées de blanc à leur base. Les ailes ont 2 barres noires.
Chez quelques races à demi domestiques, ainsi que chez quelques autres absolument sauvages, les ailes, outre les deux barres noires, sont tachetées de noir. Ces divers signes ne se trouvent réunis chez aucune autre espèce de la famille. Or, tous les signes que nous venons d'indiquer sont parfois réunis et parfaitement développés, jusqu'au bord blanc des plumes extérieures de la queue, chez les oiseaux de race pure appartenant à toutes nos races domestiques. En outre, lorsque l'on croise des pigeons appartenant à deux ou plusieurs races distinctes, n'offrant ni la coloration bleue, ni aucune des marques dont nous venons de parler, les produits de ces croisements se montrent très disposés à acquérir soudainement ces caractères. Par exemple, j'ai croisé quelques pigeons, paons blancs de race très pure avec quelques barbes noires. Les oiseaux que j'obtiens étaient noirs, bruns et tachetés. Je croisai à nouveau ces derniers et ils me donnèrent un oiseau d'un aussi beau bleu qu'aucun pigeon de race sauvage, ayant les reins blancs, portant la double barre noire des ailes et les plumes externes de la queue barrées de noir et bordées de blanc. Si toutes les races de pigeons domestiques descendent du biset, ces faits s'expliquent facilement par le principe bien connu du retour au caractère des ancêtres. Mais si on conteste cette descendance, il faut forcément faire une des deux suppositions suivantes. Supposition improbable au plus haut degré. Ou bien tous les divers types originels étaient colorés et marqués comme le biset, bien qu'aucune autre espèce existante ne présente ces mêmes caractères, de telle sorte que, dans chaque race séparée, il existe une tendance au retour vers ses couleurs et vers ses marques, ou bien chaque race, même la plus pure, a été croisée avec le biset dans l'intervalle d'une douzaine ou tout au plus d'une vingtaine de générations. Je dis une vingtaine de générations, parce qu'on ne connaît aucun exemple de produit d'un croisement ayant fait retour à un ancêtre de sang étranger, éloigné d'eux par un nombre de générations plus considérable. Chez une race qui n'a été croisée qu'une fois, la tendance à faire retour à un des caractères dus à ce croisement s'amoindrit naturellement. Chaque génération successive contenant une quantité toujours moindre du sang étranger. Mais quand il n'y a pas eu de croisement et qu'il existe chez une race une tendance à faire retour à un caractère perdu pendant plusieurs générations, cette tendance, d'après tout ce que nous savons, peut se transmettre sans affaiblissement pendant un nombre indéfini de générations. Les autres qui ont écrit sur l'hérédité ont souvent confondu ces deux cas très distincts de retour. Enfin, ainsi que j'ai pu le constater par les observations que j'ai faites tout exprès sur les races les plus distinctes, les hybrides ou les métis provenant de toutes les races domestiques du pigeon sont parfaitement féconds. Or, il est difficile, sinon impossible, de citer un cas bien établi, tendant à prouver que les descendants hybrides provenant de deux espèces d'animaux nettement distincts sont complètement féconds. Quelques autres croient qu'une domestication longtemps prolongée diminue cette forte tendance à la stérilité. L'histoire du chien et celle de quelques autres animaux domestiques rend cette opinion très probable, si l'on applique à des espèces étroitement alliées. Mais il me semblerait téméraire à l'extrême d'étendre cette hypothèse jusqu'à supposer que des espèces primitivement aussi distinctes que le sont aujourd'hui les messagers, les culbutants, les grosses-gorges et les paons aient pu produire des descendants parfaitement féconds, intersés. Ces différentes raisons, c'est-à-dire l'improbabilité que l'homme ait autrefois réduit en domesticité 7 ou 8 espèces de pigeons et surtout qu'il ait pu les faire se reproduire librement en cet état, le fait que ces espèces supposées sont partout inconnues à l'état sauvage et que nulle part les espèces domestiques ne sont redevenues sauvages, le fait que ces espèces présentent certains caractères très anormaux si l'on compare à toutes les autres espèces de colombines, bides, bien qu'elles ressemblent aux bisets sous presque tous les rapports. Le fait que la couleur bleue et les différentes marques noires réapparaissent chez toutes les races et qu'on les conserve pures, et quand on les conserve pures, et quand on les croise. Enfin, le fait que les métis sont parfaitement féconds, toutes ces raisons nous portent à conclure que toutes nos races domestiques descendent du biset ou Columba livia et de ses sous-espèces géographiques. Parenté de pigeons domestiques avec le Columbia livia bisé, la facilité de l'élevage explique la création des races multiples dès l'Antiquité, réticence des éleveurs modernes à admettre le principe de l'origine raciale commune.